Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bienvenue à nos nouveaux auditeurs de iHeartRadio. Il est plus économique de rouler électrique selon le Consumer Report. Hyundai rappellera 77 000 Kona. Il en coûtera cher à la Californie pour se décarboniser. l'ID4 de Volkswagen est officiellement dévoilé. On en sait maintenant un peu plus sur le nouveau Hummer AV. Exprimez vos idées sur le développement durable. Chronique Il n'y a pas juste des voitures, Philippe Corbeil nous parle de la compagnie Damon Motorcycles. Aux réflexions branchées de M. Côté, on parle du Hummer. En grande entrevue, on traverse le Canada en Hyundai Ioniq. Tout ça et bien plus encore dans le 89e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, j'espère que vous avez passé un bon 2 semaines. De notre côté, ce fut extraordinaire. Plusieurs petites nouvelles à vous raconter, évidemment. La première, très heureux de vous annoncer que nous faisons maintenant partie de la grande famille iHeartRadio. En effet, on est maintenant diffusé sur les ondes du réseau iHeartRadio. Donc, on va sûrement ajouter plusieurs auditeurs à notre éventail déjà bien garni d'auditeurs à Silence on roule. Donc, très content de cette nouveauté. D'ailleurs, on me demande souvent à quel endroit on peut nous écouter. Eh bien, évidemment, vous pouvez nous entendre les émissions de Silence on roule via le site web de l'AVEQ, via le site web de Silence on roule, www.silenceonroule.com, nos réseaux sociaux évidemment, mais également, et c'est les meilleures façons, c'est de s'abonner à des podcasts pour nous recevoir automatiquement, donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, Podbean, Balado Québec, RZO Québec, Player.fm, Blueberry, Speaker, Digital Podcast, Podtail, Listen Notes, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, iHeartRadio. Et on est également diffusé de façon sporadique sur quelques radios en région. Donc, évidemment, essentiellement des diffusions numériques, mais un auditoire de plus en plus large. Donc, très content de vous compter parmi nous. Je veux également vous rappeler que vous pouvez me faire part de sujets que vous aimeriez voir traiter à l'émission. Évidemment, l'émission, on la fait principalement pour vous, les auditeurs. Donc, gênez-vous pas. martin@silenceonroule.com. Alors, si ça peut être un sujet pour une grande entrevue, ça peut être un sujet tout simplement d'une chronique, mais gênez-vous pas. Dites-nous ce qui vous intéresse, de quoi vous voulez entendre parler. On essaie, autant que faire se peut, là, de répondre aux besoins de tous et chacun. Finalement, on fait un petit sondage actuellement sur la page Facebook de Silence on roule. Donc, visitez sur Facebook le Silence on roule, le podcast. Vous allez voir dans le haut qu'il y a un message qui a été posté là qui fait référence à un sondage. C'est un petit sondage sur vos habitudes d'écoute, simplement pour mieux connaître vos habitudes et ainsi mieux adapter la balado-diffusion là, en fonction de vos besoins respectifs. On a, comme à l'habitude, un show assez chargé aujourd'hui. On va parler de long voyage avec une voiture Hyundai Ioniq, un voyage pan-canadien. C'est assez impressionnant, donc je vous invite là, à ne pas manquer ça. Mais pour l'instant, allons tout de suite écouter les actualités. Vous faites attention à vos voitures, faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérerez votre voiture pleinement chargée.
Impact Protection, 33 à Saint-Just-du-Sud, Granby et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. L'actualité dans le monde des VE. Après avoir parcouru 320 000 km, un propriétaire de Tesla 3 économisera 15 000 $ par rapport à une berline allemande similaire à essence. Économiser de l'argent au fil du temps sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence est une réalité. Les véhicules électriques seront plus chers à l'achat, mais une fois que vous l'aurez acheté, vous devrez effectuer beaucoup moins d'entretien et l'électricité sera moins chère que le carburant. Il y a aussi la question de la dépréciation. Consumer Reports s'est efforcé de répondre à cette question et les résultats suggèrent qu'un véhicule électrique est en effet moins dispendieux à long terme. Fondamentalement, ils ont constaté qu'en moyenne, les économies de carburant peuvent s'élever jusqu'à 4 700 $ au cours des 7 premières années de vie d'une voiture. Si l'on considère également les autres coûts associés, les économies sur la durée de vie du véhicule varient entre 6 000 et 10 000 $ selon divers facteurs. Je vous rappelle que cette étude est aux États-Unis. Au Québec, avec un coût d'électricité encore plus bas et en essence encore plus haut, les avantages financiers sont encore plus évidents. Hyundai se préparait à rappeler 77 000 voitures électriques Kona dans le monde en raison d'un risque d'incendie des batteries, alors que le constructeur automobile se bat avec LG Chem, le fournisseur de batteries, pour en déterminer la cause. L'été dernier, un Hyundai Kona EV avait pris feu à l'intérieur d'un garage près de Montréal. Nous en avions parlé dans le podcast. Depuis lors, il y a eu une douzaine d'autres incendies de Kona EV, ce qui a conduit à des enquêtes sur la question. Dans une enquête officielle sur le problème en Corée, Hyundai a affirmé avoir trouvé le problème. Lors de l'audit de l'Assemblée nationale de jeudi dernier, le président de Hyundai Motor, Seo Bo-shin, responsable du contrôle de qualité, a déclaré que la société reconnaît certaines anomalies pour lesquelles ils ont trouvé une solution qui leur permet de les réparer, quoique ce ne soit pas parfait. Pour le moment, différents rapports arrivent à des conclusions différentes. L'un d'eux met le blâme sur les cellules des batteries, tandis qu'un autre conclut que cela a à voir avec la batterie elle-même. Le ministère a déclaré qu'ils avaient découvert que le séparateur de la cellule de batterie était endommagé en raison d'erreurs dans le processus de fabrication, indiquant que les cellules de batterie LG Chem pourraient être la cause des incendies. Le National Forensic Service a également abouti à une conclusion similaire selon laquelle des problèmes électriques dans l'assemblage des batteries auraient probablement causé les incendies. À la suite de la conclusion d'une nouvelle entente de 3 ans entre Ford et Unifor le mois dernier, l'usine Oakville Assembly, qui fabrique actuellement le Ford Edge et le Lincoln Nautilus, devrait être rééquipée pour construire des véhicules électriques et leurs batteries. Même si les premiers véhicules ne sont prévus sortir de la chaîne de montage qu'en 2026, selon l'accord, le Canada est enthousiasmé par la perspective d'emploi dans le secteur vert. En fait, le gouvernement canadien s'est engagé dans un programme ambitieux visant à stimuler les ventes de véhicules électriques afin d'atteindre les émissions nettes de carbone d'ici 2050. Bien que nous soyons toujours sceptiques face aux planifications centralisées qui sont soumises à des changements stratégiques et qui ont souvent des conséquences imprévues pour les industries associées, nous devons féliciter le Canada pour avoir mis l'argent là où c'est important. À moins d'un problème majeur en 2023, le pays a promis de contribuer 447 millions de dollars, répartis également entre les gouvernements de l'Ontario et le gouvernement fédéral, au programme de 1,4 milliard de Ford pour construire l'installation. La volonté de la Californie pour décarboniser les transports nécessitera des centaines de milliers de bornes de recharge. Le plan du gouvernement Newsom visant à mettre fin aux ventes de voitures à essence d'ici 2035 force le gouvernement à augmenter le financement des alternatives sans émissions. La California Energy Commission investira 384 millions de dollars au cours des 3 prochaines années sur l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et des véhicules zéro émission nécessaires pour respecter l'engagement du gouverneur Gavin Newsom de mettre fin aux ventes de véhicules neufs à essence d'ici 2035. Le plan de transport de la CEC, publié mercredi dernier, implique un investissement de 133 millions de dollars pour le réseau de bornes de recharge des véhicules légers et un investissement supplémentaire de 130 millions de dollars sur l'infrastructure pour véhicules moyens et lourds à zéro émission, la plupart étant des bornes de recharge électriques.
Un montant supplémentaire de 70 millions ira à l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène et 25 millions de dollars de plus pour la production de fournitures de carburant à zéro et presque zéro carbone afin de répondre aux alternatives et de répandre les véhicules électriques dans les décennies à venir. Le lancement mondial de l'ID4, un VUS promettant une autonomie de plus de 400 km, fait suite au lancement du compact ID3 sur certains marchés et marque le lancement du programme visant à déployer 75 modèles de Volkswagen entièrement électriques dans le monde d'ici 2029. Le groupe Volkswagen Canada a officiellement dévoilé l'ID4, un VUS tout électrique qui devrait être disponible en quantité très limitée, et je tiens à le dire, sur les routes canadiennes d'ici juin ou juillet 2021. Le véhicule aura une autonomie de plus de 400 km et sera offert dans les éditions à traction arrière et traction intégrale, une première pour un VUS compact entièrement électrique. En prévision de sa prochaine stratégie de développement durable, le gouvernement du Québec désire connaître votre opinion et vos propositions en la matière. Pour prendre part à la consultation et exprimer vos idées, le gouvernement vous invite à répondre à un questionnaire portant sur 11 thèmes tels que la consommation responsable, la mobilité durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'information recueillie servira à l'élaboration de la stratégie du gouvernement de développement durable 2022-2027. Celle-ci représentera la vision, les enjeux et les objectifs retenus en matière de développement durable et ces lignes directrices guideront le ministère et organismes gouvernementaux dans la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes ainsi que des services à la population. Si vous êtes intéressé à participer, vous devez aller vous inscrire sur le site de Consultation Québec. Les références seront données en lien à la fin de ce podcast. On en sait maintenant un peu plus sur le nouveau Hummer EV qui sortira très bientôt. Il sera muni de 3 moteurs électriques donnant au pick-up Hummer une puissance de 1000 PS ainsi qu'un temps d'accélération de 3 secondes pour le 0,96 km/h. Le point fort du hors-route comprend la direction 4 roues motrices, une suspension adaptative et le mode Crab qui permet un déplacement latéral. Le design rend hommage à ses prédécesseurs, mais un style plus élégant et plus moderne a été instauré. La cabine dispose d'un écran numérique conducteur de 12,3 pouces et d'un écran tactile de 13,4 pouces et d'un système audio Bose à 14 haut-parleurs. La production est prévue pour 2021 et 3 autres variantes seront introduites pour les 3 années suivantes. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, cette semaine je vous parle de la compagnie Damon Motorcycles. Damon Motorcycles est une compagnie canadienne basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ils travaillent actuellement à mettre sur le marché une moto électrique vers le milieu de l'année 2021. Leur moto s'appelle la Hypersport. Ils n'ont donc pas encore de moto en production, mais ils ont fait beaucoup de bruit lors du dévoilement de leur moto au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier dernier. Ils ont d'ailleurs reçu un prix d'excellence en innovation lors de ce salon. Le fondateur de l'entreprise, Jay Giro, dit que c'est lors d'un voyage en Indonésie qu'il a remarqué à quel point la moto était le principal mode de transport de beaucoup de gens dans le monde. Il s'est alors mis à penser à une moto qui ne produirait pas de gaz à effet de serre et qui serait plus avancée au niveau de la sécurité en y intégrant de nouvelles technologies. Outre le fait d'être électrique, la moto Diamond Hypersport apporte des innovations technologiques importantes sur le plan de la sécurité. Diamond Motorcycles nous rappelle qu'hormis les freins ABS apparus à la fin des années 80, il y a eu peu d'innovations technologiques pour améliorer la sécurité des motocyclistes. Diamond a donc créé un système qu'ils appellent le Copilot. Ce système utilise des capteurs et des caméras installées sur la moto, jumelés à une intelligence artificielle pour surveiller ce qui se passe tout autour de la moto et avertir le conducteur lorsqu'un danger est détecté. Au niveau des performances de la moto, tout tourne autour de 200. On parle de 200 chevaux vapeur, 200 Nm de couple, 200 000 à l'heure de vitesse maximale et 200 000 d'autonomie. Ces chiffres sont encore préliminaires et pourraient changer un peu d'ici à la sortie du modèle de production, mais à 200 000 d'autonomie, ce qui représente 320 km d'autonomie, les promesses de Diamond nous annoncent une moto aux performances intéressantes. De plus, le 0 à 100 km/h se fera en moins de 3 secondes et la moto aura un poids sous les 440 livres.
Au niveau de la batterie, on nous annonce une batterie de 21 kWh refroidie par liquide. Elle pourra être rechargée sur une prise de niveau 2 en moins de 3 heures et la recharge rapide en courant continu de niveau 3 va permettre une recharge de 0 à 80% sous les 30 minutes. Un autre aspect intéressant de la HyperSport est qu'elle va aussi permettre le Vehicle to Home, ce qui veut dire que votre moto va pouvoir servir de source d'énergie de secours lors d'une panne de courant. La HyperSport propose aussi une position de conduite ajustable qui se transforme en appuyant sur un bouton. En appuyant sur ce bouton, les repose-pieds, le guidon, le pare-brise et le siège changent de configuration pour permettre une position de conduite plus sportive ou plus détendue. Pour accélérer son développement et mettre ses motos en marché plus rapidement, Damon a racheté une partie de la propriété intellectuelle de Mission Motors, qui avait été une pionnière dans l'industrie de la moto électrique. L'entreprise avait développé une moto sport haute performance qui a participé à des courses de moto prestigieuses comme le Tour de l'Île de Man. Mission Motors avait déclaré faillite en 2015, mais Damon croit que le travail fait par Mission Motors sera une bonne base pour développer leur moto. Damon avait tout d'abord créé une édition limitée à 25 exemplaires de son modèle HyperSport, qui est appelé HyperSport Founders Edition. Ce modèle exclusif repose des pièces haute performance au niveau des suspensions et des freins. Devant le succès inattendu des préventes qui a fait en sorte que les 25 unités se sont rapidement vendues, la compagnie a décidé d'ajouter un nouveau modèle haute performance exclusif et en production limitée, la HyperSport Premier. Cette dernière est disponible en deux designs exclusifs, la Arctic Sun dans les teintes de blanc et la Midnight Sun dans les teintes de noir. Au niveau du prix, la HyperSport Premier est vendue 39 995 $ américains, ce qui veut dire environ 53 000 $ canadiens. On peut la précommander sur le site web de Diamond Motorcycles avec un dépôt de 1 000 $ américains remboursables. Le modèle de production standard de la moto a été nommé HyperSport HS. La HS se vend 24 995 $ américains, soit environ 33 000 $ canadiens. Et il faut débourser 100 $ américains pour la précommander. Damon Motorcycles affirme que ses précommandes vont extrêmement bien et que la valeur des ventes dépasse maintenant 16 millions de dollars. Les livraisons sont prévues en 2021 et les motos seront assemblées dans la région de Vancouver. Leur plan de mise en marché mise sur une approche de vente directe aux consommateurs, donc il ne va pas y avoir de concessionnaire. La compagnie prévoit aussi offrir aux consommateurs des essais routiers de la moto dès 2021. Les endroits où il sera possible d'essayer les motos n'ont pas encore été annoncés, mais l'entreprise dit vouloir offrir des essais routiers dans les régions où les précommandes seront les plus fortes. C'était Philippe Corbeil et on se reparle bientôt dans ma chronique « Il n'y a pas juste des voitures ». EV Born, à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV Born, branché au travail. Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Born est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653. 418-866-0653 ou le www.evborn.com. EV Born, la passion à votre service. Au fil des années, on a eu plusieurs entrevues avec des gens qui avaient fait des longs voyages, que ce soit au Québec ou que ce soit aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui va nous parler d'un voyage tout à fait particulier, un voyage qui l'a amené à traverser le Canada presque, pas d'un océan à l'autre, mais presque, en tout cas, se rendre jusque sur la côte ouest. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que ça s'est fait non pas avec une voiture qui avait 600 ou 500 km d'autonomie, mais bien avec une Ioniq. Donc, pour parler de ce périple tout à fait hors du commun, j'ai avec moi aujourd'hui Pierre-Yves Dagenet, qui est un technicien en véhicule électrique, mais également le fondateur de la page sur Facebook des Grands Voyageurs électriques. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Martin. Écoute, ça part de où cette idée-là de faire un voyage aussi long
Écoute, moi, je te connais, je sais que tu aimes les voyages qui sortent de l'ordinaire, mais explique un peu pour nos auditeurs là, d'où ça vient, cette passion-là des longs voyages avec une voiture électrique. Ma passion, point de vue des longs voyages en véhicule électrique, c'est de casser les espèces de mythes que le char électrique est fait pour la ville, puis juste les petites communautés, comme quoi qu'il y a une possibilité de partir en voyage avec, puis de faire des longs trajets. Autrement, quand j'ai vu la première rencontre de l'AVEC sur la Côte-Nord, je me suis dit, ah ben, faut que j'y aille, faut que je tasse le mythe là-bas tout de suite. Fait que c'est comme ça. Mais là, t'as décidé, t'as fait ça cet été, là, t'as décidé de partir de chez toi au Québec. Mirabel. Oui, de Mirabel, puis de te rendre jusque sur la côte ouest canadienne. C'est un méchant périple. Là. J'imagine que tu t'es pas levé un matin en disant c'est un matin que j'y vais. Tu as dû réfléchir à ça un peu. Légèrement. Disons que mes road trips précédents m'ont permis de pouvoir gagner la confiance sur des folies telles que celle-là. En gros, le départ de ce road trip-là, c'est que je voulais aller le 1er août avec 5 autres électromobilistes à Natashquan, puis j'ai pas pu. Le travail m'a empêché de pouvoir partir. Puis j'ai demandé d'autres vacances parce qu'il y a un électromobiliste sur ma page, Nicolas Paquin, qui partait puis qui s'en allait à Calgary avec sa Tesla Model 3 Long Range. Fait que je me suis dit, ben, je vais embarquer avec toi, tu sais, si tout fonctionne. Fait que vu que mon road trip vers le bout de la Côte-Nord ne marchait pas, ben j'ai dit, je vais partir de l'autre bord. Fait que ma préparation réelle pour ce road trip-là, ça fut, j'ai pris ABRP, j'ai mis mes settings de fou que j'étais habitué pour rouler, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il en était, puis il m'a dit, ah ben c'est possible, c'est juste 70 heures, 69 heures là, pour se rendre jusqu'à Vancouver. Pour ceux qui ne connaissent pas ABRP, c'est une application, un logiciel A Better Route Planner, qui est un outil qui sert à planifier des déplacements en véhicule électrique, donc qui permet de regarder là, en fonction des distances, là, où sont les bornes de recharge, puis où et quand on devrait arrêter pour se charger. Donc, juste pour bien nous situer, là, parle-nous du véhicule que tu as utilisé pour faire ça. C'est ta Ioniq. C'est quoi la capacité ou l'autonomie de ce véhicule-là? Ma Ioniq 2019 a juste 28 kWh de batterie, a une autonomie de 200 km, a une capacité de recharge rapide jusqu'à qui dépasse le 65 kW. Elle a un système de refroidissement à l'air poussé, ce qui est reconnu comme étant le meilleur pour faire aligner plusieurs recharges rapides, mais suffisant sur sa catégorie de batterie qu'elle a dedans. Même des tests qu'on a faits entre une Ioniq et une Bolt nous permettaient de voir que les deux véhicules étaient capables de rouler le même temps total puis sur 700 km. Sur des recharges de 50 kW, même pas à dépasser 60. OK, c'est ça. Basé sur la logique que ta Ioniq, ta recharge plus souvent que la Bolt, mais les recharges durent pas mal moins longtemps, donc au final, t'es pas perdant. Mon temps de voyagement total était comparable, mais les distances entre les bornes étaient mon plus gros défi là-dessus. Mais il faut démontrer au monde, non pas que ce soit possible de se faire un voyage comme ça sur une autonomie de 350-400 km, mais sur une plus petite autonomie pour pouvoir dégêner le monde à dire, bon, ben, je vais faire comme un autre sur ma page, faire un Gatineau, Île-de-la-Madeleine au mois de mars. En Spark. Oui, on l'a d'ailleurs eu en entrevue ici, il en a parlé dans une entrevue il y a de cela quelques mois. Bon, ben écoute, parle-nous de ce voyage-là. Donc, t'es parti de Mirabel, puis t'as mis le nez de l'auto vers l'ouest, puis t'es parti. Relate-nous un peu là, par où t'es passé, puis donc, j'imagine que tant que tu es au Québec, ça va bien. Ontario, pas si pire, mais à un moment donné, les bornes doivent commencer à se faire plus rares quand tu pognes l'Ouest. Là. Le plus gros défi en partant d'ici, c'est que pour aller vers l'Ouest, le chemin le plus court, c'est en passant par Val-d'Or ou en passant par Ottawa, mais les bornes qui se trouvent dans ces secteurs-là, soit sont inexistantes, soit que la fiabilité, elle est reconnue pour être exécrable. Donc, le chemin le plus simple et le plus sûr, c'est de descendre par Toronto, puis de taper 2-3 heures de route de plus et des recharges supplémentaires.
Sur le road trip, j'ai voulu au début skipper la 407 puis de pas avoir de péage d'autoroute. Puis je voulais skipper Toronto, fait que je suis passé par en arrière, puis j'ai trouvé une petite borne Green Lot perdue dans le milieu d'un champ pour pouvoir me recharger, pour pouvoir me rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie la première journée. OK. Quand tu parles d'une borne Green Lots, tu parles d'une borne rapide là, ou d'une borne niveau 2? Une borne niveau 3 de 50 kW de la compagnie Green Lots, que je pensais qu'il se trouvait seulement aux États-Unis, mais je l'ai retrouvé par ABRP, qui me l'a reconfirmé sur PlugShare, comme quoi qu'il était bien fonctionnel. Parce que quand tu te lances là-dessus, sur un road trip similaire, ben faut que tu regardes autant la possibilité que la borne est bel et bien là, qu'elle est en fonction, puis les commentaires des derniers usagers qui l'ont utilisé. Donc, pour vérifier une borne rare comme ça, on utilise souvent PlugShare, qui a souvent une historique là, plus précise à travers les différentes applications qui vont regrouper les bornes. OK. Donc, tu nous expliques un peu comment tu as contourné Toronto. Donc là, on commence à s'en aller plus dans l'ouest de l'Ontario. Est-ce que la disponibilité ou en tout cas l'occurrence des bornes ne doit pas être la même plus tu t'en vas vers l'ouest que quand tu es plus par ici? J'imagine que on sait que l'électromobilité est moins populaire, disons, à l'ouest de l'Ontario. Rendu à Sault-Sainte-Marie, j'ai pris une chambre d'hôtel parce que je venais de me taper une journée de plus de 15 heures de route. Puis Nicolas Paquin est venu me rejoindre avec sa Tesla Model 3 Long Range, que lui, il est parti vers 8-9 heures du matin, puis il est passé par le nord de l'Ontario avec son véhicule qui était pas mal plus facile pour se taper le même style de road trip. De Sault-Sainte-Marie, la chienne m'a pogné parce que c'était la première fois où est-ce que je m'attaquais à un trajet de plus de 200 km sur une seule charge. Puis les bornes commençaient à être un peu loin. Là, puis là, je me dis, pourquoi j'ai pas amené ma borne niveau 2 là, puis aller m'occuper avec un adaptateur d'un camping ou quelque chose comme ça. Je pensais pas que je m'étais pas préparé suffisamment mentalement pour me relancer là-dessus. Fait qu'à partir de Sault-Sainte-Marie, pour traverser l'Ontario, avec moins de 240 km d'autonomie, préparez-vous au stress. Mais t'as réussi ou il a fallu que tu arrêtes de te charger sur le 120 volts, mettons, là? À partir de Sault-Sainte-Marie, ma première section, c'est bien passé, malgré que j'ai eu il a fallu que je fasse du télétravail par téléphone. Puis le stress m'a poigné, puis je me suis enligné sur le GPS de l'auto pour trouver la borne Petro-Canada en cherchant la station-service Petro-Canada qui n'existait plus rendue à un marathon. Quand tu es parti de marathon, ton prochain pit stop, c'était quoi? De marathon, ça a été Nipigon. J'ai été voir la borne, puis Petro-Canada disait qu'il était à on, puis en réalité, ils n'ont jamais branché la borne au circuit électrique. La borne était là, mais n'était pas reliée. Électrique de l'Ontario. Elle était là, mais pas alimentée. Ouais, c'est ça. L'autre d'après, c'était une banque Scotia qui est My EV Route. Puis disons que c'est le pistolet qui était défectueux dessus. Puis l'autre d'après, c'était Hy-Vee, qui est un nouveau réseau de recharge qui est assez fort en Ontario, qui vient de démarrer, qui a assez de sens puis de la fiabilité, qui m'a permis de me rendre jusqu'à vers Thunder Bay. Mais c'était assez assez de stress dans ces coins-là. Là. C'est quand même surprenant parce que moi, je me serais attendu à ce que tes pays stress soient plus loin que ça. Tu sais, que l'Ontario serait quand même assez bien couvert, mais on réalise que le 200 km d'autonomie de ton véhicule versus la distance entre les bornes et le peu de bornes et leur fiabilité, ça reste que c'est risqué, là. Oui, mais faut que tu regardes à ce que tu retrouves sur les différents territoires. L'ouest de l'Ontario, c'est des camps de chasse et pêche. C'est des micro-communautés qui sont à 200 km l'un de l'autre parce qu'ils sont perdus dans le bois.
t'as pas de possibilité de plan B réel, là. T'as des campings, mais autrement, là, il n'y a rien dans ces coins-là. Ah, Là. c'est clair. Contrairement aux prairies, où est-ce que il va y avoir un fermier, il va y avoir des axes, puis le plus de communautés dispersées, parce que justement, il y a de la population. OK. On va accélérer le déplacement vers l'ouest. Donc, tu te rends jusqu'aux limites de l'Ontario et là, tu continues vers l'ouest. Là, l'arrivée dans le Canada plus central, comment ça s'est passé? Disons que je vais juste revenir un petit peu en Ontario. J'ai pogné une nuit avec 2 degrés Celsius. Il faisait commencer à faire très. Et là, on était en été, là. Quand je suis rendu dans les prairies, j'ai pogné 37 degrés. Fait que, le 2 degrés n'a pas été une misère parce que mon système de mon véhicule était relativement chaud par les recharges rapides multiples. Mais rendu dans l'ouest avec du 37 degrés, le système commençait à avoir un petit peu plus de misère. Ouais. Fait que j'ai eu de la misère à faire un 170 km. Mais je me suis arrêté sur une borne de le My Country, Sun Country Highway, qui a été le premier réseau de bornes niveau 2 transcanadien, qui sont relativement, je trouve, difficiles à trouver là, par instant. J'ai de la misère à les retrouver quand je les cherche. Mais j'ai pu plus facilement passer les prairies. Oui, la section la plus difficile que j'ai stressé dans les prairies fut Medicine Hat. Sauf que ce problème-là va être bientôt résolu parce que Maple Creek, où est-ce qu'il y a un supercharger de Tesla, il y a une station-service en face qui va se retrouver avec une borne de Electrify Canada. Okay. Qui va être là, fait, qui va couper cette section-là de trajet puis qui va rendre ça plus facile. Okay. Mais les prairies, ça a été plutôt simple. Le monde était quand même bien intéressé aux véhicules électriques quand je m'arrêtais aux bornes parce que disons que j'étais un petit peu étrange dans la place. On est habitué de voir des Tesla, mais pas des Ioniq. Ouais. Et puis, tu as continué comme ça, tranquillement, pas vite. Combien de jours ça t'a pris pour te rendre jusqu'à Côte-Ouest complètement? J'aurais pu le faire en 6 jours. J'ai pris 7. Je t'ai arrêté chez ma cousine qui reste à Kelowna. Donc, finalement, contre toute attente, tu m'aurais posé la question avant l'entrevue, j'aurais été persuadé que le centre du Canada aurait été plus difficile que l'Est, et pourtant, tu me confirmes que ce bout-là a bien été. Quand tu t'approches maintenant de la Colombie-Britannique, on sait que c'est une province qui est assez pro-électrification. Est-ce que tu sentais que tu entrais dans un monde différent des provinces précédentes? Par la quantité de bornes, les distances entre les bornes, oui. Ce qui me permettait non pas de me limiter certaines fois ma vitesse à 80 ou 90 km/h sur des autoroutes que des limites à 110. Je pouvais me permettre de suivre la limite de vitesse puis d'arriver puis de recharger non pas à 94%, qui est la limite de recharge de la Ioniq, ce qui m'enlève un 12 km d'autonomie de façon basic quand il n'y a pas le niveau 2 à côté de la niveau 3. Ce que je trouve illogique, là, parce que les niveaux 3, quelquefois, ils ont de la misère, mais le niveau 2 va être plus souvent fiable comme borne. Disons que les gens chez BTC Power qui gèrent Petro-Canada commencent à me reconnaître au bout de la ligne. Donc, tu t'es rendu, tant bien que mal, t'es revenu, de toute évidence, t'es là. Est-ce que le voyage, est-ce que ton expérience pour aller t'a servi pour revenir? Donc, en d'autres mots, est-ce que le retour vers le Québec a été plus facile que l'aller? Oui, le retour fut plus facile. Malgré qu'il y a certains endroits qui semblaient un peu plus difficiles. Mon Medicine Hat jusqu'à Swift Current,
Me stressant encore. C'était un autre 230 km. Mais disons que j'avais le vent dans le dos, puis j'ai réussi à faire rouler cette distance-là à 9,6 kWh par 100 km. Ce qui me donnait à peu près 290 km d'autonomie sur ma batterie. Wow, c'est assez impressionnant. Écoute, je suis sûr que tu peux nous donner, parce qu'on approche de la fin, je suis persuadé que tu peux nous donner quand même un peu de statistiques. Donc, on a une idée du temps que ça t'a pris pour aller, puis tout ça, mais est-ce que tu as calculé en termes de kilomètres parcourus puis le prix que ça t'a coûté pour faire cette distance-là? La distance totale, on parle de 10 200 km, ce qui a monté comment je pourrais dire, l'odomètre total de mon véhicule à plus de 80 000 km. Ce qui fait comme quoi que mon véhicule n'était pas un véhicule électrique neuf, même s'il y a juste 2 ans. Ce qui prouve comme quoi qu'en même temps, le véhicule que j'ai choisi, la perte d'autonomie de puissance, tout ça à travers le temps, n'est pas réellement un facteur. Puis les bornes de recharge rapide, une derrière l'autre, n'est pas vraiment toujours un facteur d'endommager la batterie autant que le monde pourrait bien le croire. Non, effectivement. Surtout sur les véhicules modernes, là, les batteries se protègent relativement bien, ce qui fait que c'est pas nécessairement les recharges rapides qui les endommagent comme telles. Écoute, Pierre-Yves, c'est quand même exceptionnel comme voyage. Moi, j'étais de ceux qui ont pu suivre un peu le périple. Tu étais présent sur les réseaux sociaux. On s'est même texté à un moment donné. Tu m'envoyais des images là, de où tu étais rendu. On s'était promis qu'on ferait une entrevue puis qu'on en parlerait à ton retour. Je suis bien content d'avoir pu le faire. En terminant, je me doute de la réponse, mais je te pose la question quand même. Quelqu'un là, qui vient de s'acheter une auto électrique puis qui est excité par ça puis qui écoute l'entrevue aujourd'hui puis qui dit « Hey, je vais essayer ça », est-ce que tu conseilles ce genre de voyage-là à n'importe qui? Ce voyage-là, pour l'été, je conseille au moins 250 km d'autonomie. Ce qui enlève la livre de deuxième génération avec la petite batterie. Ce qui fait comme quoi que dû au problème de surchauffe qu'il va avoir. Puis pour l'hiver, là, ça prend au moins 380 km pour le faire. Mais il faut s'atteler parce que les temps de recharge explosent. Là. J'ai choisi un véhicule qui se rechargeait rapidement, qui démontrait la limite minimale qui est possible. C'est quand même 140 heures de recharge et déplacement sur 2 semaines. C'est pas tout le monde qui est capable de soutenir un rythme comme ça. Un nouvel usager, j'ai dit, regarde, là, apprends à connaître le véhicule, apprends à voyager à l'intérieur du Québec où est-ce que tu as beaucoup de plans B, C, D, E, que quand moi j'arrive puis j'utilise le plan Z qui est ma borne niveau 1 qui est dans le véhicule, je vais utiliser 45 minutes sur le trajet. Une fois une demi-heure, une fois 15 minutes. Puis il a fallu que je me batte avec le pompiste de la station-service pour me brancher 15 minutes chez eux. C'est incroyable. Ben écoute, Pierre-Yves Dagenet, merci beaucoup pour ta présence au podcast aujourd'hui. Merci Martin, à la prochaine. Bye. Puis silence, on roule. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
Réflexions branchées de Claude Gauthier. Hey! Bonjour tout le monde! Hey! C'est Monsieur Côté. Ça me fait tellement plaisir. C'est la première fois que c'est moi qui va faire la chronique au complet. C'est parce que là, Claude, c'était un site pas mal occupé. Tu sais, l'école, pas facile, avec la COVID, toutes sortes d'affaires. Puis, il me disait là qu'il y a eu un gros mois d'août puis un mois de septembre. Paraîtrait qu'il y a un bateau complet, juste de char électrique, qui est arrêté au quai, à la baie, qui a tout débarqué ça ici. Juste pour le monde d'Alexandre. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il m'a dit qu'il y avait eu plusieurs ventes de fête. Bon, ouais, je m'énerve un peu, mais je voulais vous dire, je suis un petit peu déçu. Tout le monde le sait, là, je pense que Claude vous l'a dit, moi j'ai un pick-up, un GM. Hey, écoute, c'est un 86, puis il va encore full bain. Et à la fois, là, je me disais, tu sais, avec tout ce que j'ai appris, que ce serait peut-être le temps que je le change, tu sais, avant de mourir, que je vais pouvoir avoir au moins un pick-up électrique. Fait que je regardais ça un petit peu, pis là, Tesla, disons qu'avec les affaires, là, je m'excuse pour tous ceux qui trouvent ça beau, là, mais sacrément. Hey, oups, qu'est-ce que je viens de dire là? Moi, je viens de dire un gros mot. Ça ressemble plus d'une canne que d'autres choses. Fait que je le trouvais pas tellement beau. Je sais que Claude, lui, écoute, il pense à s'en acheter un. Fait que là, j'ai attendu hier soir pour voir le dévoilement, toi, du Hummer. Hey, quand j'ai vu arriver ça, hey boy, le gars qui a fait le design de ça, là, il s'est pris un couteau, il a coupé en avant, au-dessus, ben en arrière, puis ça a fini là. Hein, ça ressemble à ça pas mal. Puis en plus, ben là, quand j'ai vu le prix, 80 000 $, toi, j'ai dit, wow, ouais, c'est de l'argent, ça, 80 000. Là, il fait, hey, wow, t'es peu, toi, 80 000. 80 000, j'ai marqué 80 000 US. Là, il rentrait ça dans Google, et tabarcelette de 5 grammes de Saint-Cyboire. Hey, il n'est pas question que je mette ça, moi, avec ma rente. Faudrait, c'est pas ce qu'il faudrait que je fasse, là. Mais, vraiment pas capable de m'acheter un pick-up de même. Fait que je vais être obligé d'attendre. Je sais pas encore combien de temps que je vais être obligé d'attendre. Mais, en tout cas, c'est pas ce que vous autres en pensez, mais moi, je commence à trouver ça long. Je pensais que, parce que là, je m'en viens quand même assez vieux, mais je pensais, dans peut-être 1 an ou 2, être capable de changer mon pick-up. Mais là, ça a bien clair que, malheureusement, je serais pas capable de le faire. Ça a pas de bon sens. 5 grammes de Saint-Cyboire. En tout cas, j'en reviens pas. Je comprends pas que les compagnies allument pas plus que ça, toi. Hey, en plus, à soir, hey, je suis rendu que je regarde les affaires de Tesla. Puis là, je regardais ça à soir, puis Tesla, ils commencent à faire de l'argent, ça, autant. Ils en font pas un petit peu. Ils pourraient peut-être m'en donner un peu que je les achète un de leur pick-up. Je devrais demander ça, voir. M'a appelé Elon Musk, le gars là, qui est à la tête de Tesla, là. Hey, peut-être que lui, il serait capable, hein? Pensez-vous que je pourrais l'appeler? Fait que, en tout cas, c'est choqué ça. C'était la chronique de cette semaine. Puis, à la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine prochaine. Je pense que c'est... Oh, je sais plus. En tout cas, Claude va me le dire. Bye-bye! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, édition virtuelle cette année, du 22 au 24 octobre. Donc, vous visitez le site internet salonelectrique.com. Table ronde des experts, l'électrification des transports comme moteur d'une relance économique verte et locale. C'est ce vendredi de 13h30 à 14h30 dans le cadre de la semaine du véhicule électrique. Informations sur le site de Roulon Électrique. Conférence La voiture électrique, est-ce pour vous? Lundi, le 26 octobre, de 18h30 à 20h30. C'est à l'Académie des retraités de l'Outaouais, 331 boulevard de la Cité des Jeunes à Gatineau. Et la conférence An Electric Car, Is It For You? Bibliothèque de Dorval, 1401 chemin du bord du lac à Dorval. Donc, le 7 novembre à 14h.
Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie aujourd'hui tous ses collaborateurs, particulièrement Philippe Corbeil, Claude Gauthier et Pierre-Yves Dagenet. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@silenceonroule.com. Les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à info@aveq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toutes les informations de l'AVEQ, consultez le www.aveq.ca. Vous pouvez rejoindre Silence on roule sur nos forums à forum.silenceonroule.com ou via notre page Facebook. Vous tapez simplement le Silence on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.